puisque ce début d'année nous rappelle que c'est le pétrole qui dirige l'ordre mondial. Plongeons-nous dans le vif du sujet. C'est quoi exactement le pétrole? Alors évidemment, on a tous une petite idée. Vous avez déjà utilisé de l'essence ou du fuel et on entend souvent que le plastique qu'on utilise tous les jours est aussi fabriqué à base de pétrole. Mais entre énergie fossile, hydrocarbures, raffinerie, gisement, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment? Personnellement, j'ai clairement de la marge pour m'y retrouver avec tout ça et il ne m'en fallait pas plus pour en faire la minute science de cette semaine. C'est parti! La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. Pour commencer, étymologiquement, pétrole, ça veut dire huile de roche, et c'est pas si loin de ce qui se passe dans la réalité. Car le pétrole, c'est bien cette matière visqueuse, un peu huileuse, qui se trouve emprisonnée à l'intérieur des roches dans des sortes de poches souterraines plus ou moins accessibles. C'est ce qu'on appelle les gisements. Et ces gisements, ils mettent très longtemps à se former, plusieurs millions d'années, voire centaines de millions d'années. C'est pour ça qu'on parle d'énergie non renouvelable. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est non renouvelable à l'échelle de temps humaine. Parce qu'il faudrait des millions d'années pour que tout le pétrole qu'on extrait du sol depuis la révolution industrielle se reconstitue. Mais justement, comment il se forme ce pétrole ? Et c'est là qu'on va expliquer ce terme d'énergie fossile ou de ressources fossiles. En gros, c'est des organismes marins fossilisés. Alors, si je vous dis ça, vous n'êtes pas trop avancé, donc on va plonger un peu dans ce que j'ai compris de sa formation. Et plonger, c'est bien le mot. Il y a des millions d'années, des organismes marins, comme du plancton par exemple, se sont déposés au fond des océans ou d'un lac et ils ont commencé à se décomposer. La majorité a été dégradée par d'autres organismes, comme des bactéries, mais une petite portion a continué à s'enfoncer de plus en plus profond dans le fond marin. C'est une toute petite proportion qui correspond à environ 1% de ces cadavres de micro-organismes, mais qui va descendre si bas que les conditions de température et de pression vont changer. Il fait plus chaud et il y a plus de pression. Et en gros, ces deux conditions réunies, ça va en quelque sorte cuire cet amas de matière organique. Et c'est à ce stade-là qu'on se met à parler d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est tout simplement des molécules qui sont uniquement composées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Hydrocarbures. Un exemple d'hydrocarbure que vous connaissez sûrement, c'est le méthane. Ce puissant gaz à effet de serre qui est contenu dans les pets de vache, et pas que d'ailleurs. Sa formule chimique, c'est CH4 pour un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Et donc, vu qu'il n'y a que du carbone et de l'hydrogène, c'est bien un hydrocarbure. Dans l'amas de matière organique dont je vous parlais, il y a donc du carbone et de l'hydrogène, mais pas que. Durant le processus de cuisson, qu'on appelle aussi pyrolyse, oui, comme dans votre four, certains composants chimiques, comme l'azote ou l'oxygène, sont éliminés. Et d'autres composants, comme des minéraux, se solidifient pour constituer ce qu'on appelle la roche-mère. À ce stade, les hydrocarbures restants forment du pétrole ou du gaz selon les conditions de température et de pression. Si les hydrocarbures restent emprisonnés dans la roche-mère, on parle alors de pétrole de schiste ou de gaz de schiste. En revanche, la plupart du temps, le pétrole va migrer vers ces poches souterraines qui peuvent être des fissures dans des roches plus ou moins profondes ou des espaces entre différentes couches géologiques dues au mouvement des plaques tectoniques. Ce qui importe aux pétroliers à ce moment-là pour extraire et exploiter le pétrole, c'est la profondeur du gisement, mais il y a aussi la viscosité du pétrole. Et ça, c'est lié à la longueur des molécules d'hydrocarbures. Parce qu'en gros, même si c'est juste du carbone et de l'hydrogène, ces atomes forment ce qu'on appelle des chaînes moléculaires qui peuvent être plus ou moins longues. Et plus les chaînes sont longues, plus le pétrole sera visqueux et donc difficile à extraire. Ensuite, il y a aussi le problème de la pureté de l'hydrocarbure, à savoir s'il y a d'autres atomes que l'hydrogène et le carbone sur ces chaînes moléculaires. Et si j'ai bien compris, le soufre, par exemple, est un élément dont il va falloir, au moment du raffinage, se débarrasser. Et justement, venons-en à cette étape du raffinage. Même une fois extrait du sol, avec les machines qu'on voit dans les films texans américains, et qui, si vous me demandez mon avis, ressemblent à des gros moustiques qui pompent la terre, mais je m'égare un petit peu. Une fois extrait, le pétrole brut n'est pas utilisable directement. Et la raison, c'est que c'est un mélange d'hydrocarbures de tailles différentes. Et c'est là que commence ce processus de raffinage pour justement séparer les différentes tailles.
avec des premières étapes de distillation. C'est un processus dont vous avez sûrement entendu parler pour l'alcool. Les raffineurs séparent en chauffant ce qu'ils appellent des coupes de différentes lourdeurs. Donc c'est des cocktails d'hydrocarbures de différentes tailles. Parmi les plus lourdes, donc les plus longues, il y a ce qu'on appelle les fuels lourds ou le mazout, qui est utilisé dans les navires et qui est plutôt très polluant. C'est environ 40% du pétrole brut. Ensuite, il y a le kérosène, le carburant des avions, et le gasoil qu'on met dans les voitures diesel. Cette coupe représente 35% du pétrole brut. Et ensuite, il y a les essences, comme le samplon qu'on met dans les voitures. Il peut y avoir aussi un petit peu de gaz, du gaz naturel qu'on utilise pour la cuisine. Et on arrive à peu près 100% de la composition de notre pétrole brut. Alors bien sûr, il y a encore plein d'étapes pour chaque catégorie de combustible pour les rendre exploitables, mais voilà l'idée générale. Pour ce qui est du plastique, il est fabriqué à partir de la coupe légère, donc la même que celle avec laquelle on fabrique l'essence, le samplon. Il est juste traité de façon différente par la suite. En réalité, c'est tout ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc ça inclut aussi les lubrifiants, les engrais de synthèse, etc. en plus du plastique. Et d'ailleurs, à propos de celui-ci, près de 80% du plastique produit n'est utilisé qu'une seule fois, avec moins de 10% qui est recyclé. Donc, en quelque sorte, on gaspille du pétrole, qui est une ressource limitée, en refaisant du nouveau plastique qui va servir une seule fois et finir dans l'océan. Parenthèse sur le plastique refermé, pourquoi le Venezuela, qui est au cœur de l'actualité en ce moment, a autant de pétrole? D'après ce que j'ai compris, il y a des millions d'années, il y a eu des dépôts sur un sol particulièrement favorable de matières organiques de très bonne qualité pour former du pétrole et de la roche-mère. Ils se sont ensuite retrouvés piégés dans les sous-sols du nord du pays par les plaques tectoniques sud-américaines et caribéennes qui ont commencé à se chevaucher, un processus très très long, mais qui a concentré en quelque sorte le pétrole dans cette région à proximité des massifs montagneux. Pour conclure, pourquoi est-ce que ce pétrole intéresse les Américains? Premièrement, il y a la proximité géographique, évidemment, et on a aussi beaucoup entendu qu'il y a beaucoup de pétrole. Ce serait la première réserve de pétrole au monde. Et il est particulièrement lourd et visqueux, et donc bien adapté aux raffineries américaines. En revanche, le raffiné pour en faire du combustible exploitable va être très énergivore, pour les mêmes raisons, ce qui va encore ajouter à l'impact climatique d'une telle opération d'extraction. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, les ressources dont je me suis servie sont en description. J'ai personnellement beaucoup appris en écrivant cet épisode et ça me donne un petit peu l'impression d'avoir plus de prise sur ce qui se passe dans le monde en ce moment, même si j'ai bien conscience que c'est sûrement très illusoire. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça ferait chaud au cœur sans trop émettre de carbone. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.